Bonjour tout le monde, je vais, commencer cette première intervention, de la journée. Peut-être, que vous pourriez activer l'ouverture du partage d'écran pour que je puisse partager mon PowerPoint parce que pour le moment, je vois que je peux pas encore le faire. Et peut-être en attendant, je peux commencer par me présenter rapidement. Je suis, maîtresse de conférences en sociologie à l'université, Toulouse-Jean Jaurès, anciennement, Le Mirail. Donc maîtresse de conférences, je le disais, en sociologie, mais aussi, surtout en études genre, ce qui s'appelait autrefois, études féministes, qui caractérise, vraiment, en fait, toutes mes recherches, mais aussi mon travail au quotidien, dans l'enseignement supérieur. Je suis spécialiste, du travail notamment. Alors le travail justement dans une acceptation, féministe, c'est-à-dire qu'une de nos, luttes en sociologie, ça a été de faire reconnaître que le travail, c'était à la fois le travail rémunéré, le travail professionnel, mais également le travail domestique, donc tout ce qui fait partie en tout cas du travail non rémunéré, domestique, je le disais, travail de ce qu'on appelle le travail de care, de soins aux personnes dépendantes. Et donc je travaille beaucoup en fait sur ces enjeux-là, de travailler ensemble, le travail rémunéré et le travail non rémunéré qui est un enjeu très très important, pour les pour le quand on travaille, sur les enjeux de genre. J'ai toujours pas, ah si c'est bon, j'ai accès maintenant. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Ouais, OK. Voilà. J'ai indiqué également là sur la 1 page que j'étais, co-responsable d'un master, GEPS et de son parcours égal. Le master GEPS, c'est un master, genre, égalité et politique sociale. Donc en fait, ça veut dire que, en plus de cette dimension dans mes recherches théoriques, j'enseigne aussi à des futurs professionnels, qui, du coup, se forment aux questions de genre. On a parfois d'ailleurs, des fonctionnaires, hein, y compris, dans l'enseignement, qui viennent en fait suivre cette formation pour, justement se spécialiser sur les questions, d'égalité de genre, dans différentes sphères et donc le master égal, c'est sa dimension européenne puisqu'on est en partenariat avec différents, universités en Europe qui travaillent ces questions-là et puis j'ai mis également quand même que j'étais membre nommé de la CLIFAS à l'UT2J, donc si ça m'a paru important parce que, c'est, une cellule de lutte, et d'information et de prévention, contre le harcèlement sexuel et sexiste, dans l'enseignement supérieur. Et donc du coup, en fait, c'est des thématiques qui, quand on, appréhende, justement l'égalité en emploi sont, également de plus en plus importantes, et de plus en plus traitées, comme, on va le voir, dans cette intervention, également j'imagine tout au long de la journée, mais qui s'est déjà lu, finalement au travers de l'introduction générale de cette journée, puisqu'on voit bien que finalement les enjeux féministes aujourd'hui, qui, ont trait aux questions des violences, sont particulièrement, présentes dans l'actualité, politique. Donc du coup, ça me permet aussi de me situer, donc à la fois une facette scientifique, de mon travail, mais aussi, plus militante, pour essayer de mettre en place vraiment concrètement, pour le coup à l'université, chez les étudiantes et les étudiants, les enseignants et puis, tout le personnel, qui gravite, dans ce secteur-là, de travailler justement, sur, les questions, d'amélioration, des conditions de travail qui passent aussi par la lutte contre les violences. Je ne l'ai pas mis, mais par exemple, je suis également aussi membre élu en section disciplinaire et on a, traité, récemment et à grand bruit, dans les médias, des cas de harcèlement sexuel, avec, justement pour les premières fois, des sanctions, très importantes qui ont été prises à l'encontre, d'enseignants, accusés, de harcèlement sexuel. Et donc du coup, voilà, ça donne un petit peu, une facette diversifiée à mon travail. Donc j'avais aussi, participé et mon intervention, sera beaucoup
beaucoup axé là-dessus aujourd'hui. Sollicitée par Ingrid, Darroman, du SNES justement, j'avais, participé à une enquête, qui a été publiée, enfin dont le rapport a été publié en 2014, avec une collègue donc, ergonome, Dominique Cobaraille, sur les trajectoires de genre, dans l'enseignement du second degré. Donc j'ai pas mal travaillé sur, le second degré, j'ai pas mal travaillé, sur la fonction publique, du second degré, du supérieur et donc je mobiliserai un petit peu ces travaux-là dans mon intervention. Alors la manière de construire cette intervention, dans un premier temps, en fait, je voudrais revenir, sur, justement en faisant un petit détour historique, mais contextualiser un petit peu la place, du travail dans les revendications féministes, par rapport justement à l'introduction qui vient d'être faite. À partir de quand est-ce qu'on a commencé à lutter, pour, l'égalité professionnelle, pour, l'accès des femmes au marché du travail et pour soulever un petit peu les enjeux fondamentaux, en fait, qui se trament autour de cette question-là. Les enjeux, comment est-ce qu'ils se sont construits et notamment avec, finalement, cette idée que très soutenue par les féministes, que pour gagner en autonomie, pour gagner en émancipation, alors, le travail, la rémunération, est indispensable et donc du coup, je reviendrai un petit peu sur, des bases historiques, sociologiques, sur les enjeux, de reconnaissance du travail des femmes. Je reprendrai un petit peu aussi, sur une diapo, les lois, pour contextualiser d'un point de vue juridique, les lois sur, l'égalité professionnelle. On verra en fait que, c'est il y a tout un arsenal juridique, qui date, depuis, de nombreuses années, hein, milieu du 20e et puis qui est encore, jusqu'à très récemment en fait, 2019, 2021, des lois sur l'égalité professionnelle qui se cumulent et donc du coup, j'essaierai un petit peu de montrer, de démêler ça et de souligner ce que signifie aussi ce cumul de lois, pour l'égalité professionnelle. Et puis ensuite, dans un troisième temps, mais qui sera en fait le temps le plus, important, je parlerai justement d'expérience de ces inégalités, sur le marché du travail à travers la mobilisation donc d'enquêtes que j'ai pu réaliser, dont celle sur le SNES. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup, d'entretiens qui seront sollicités, mobilisés, et qui concernent les enseignants du second degré. Mais il me semble ce sera l'enjeu de la présentation puis de la discussion après, que, ce sont des exemples qui peuvent pas forcément toujours se recalquer exactement sur toutes les situations professionnelles, mais qui sont quand même très parlantes sur, du point de vue en tout cas de ce qui, touche, les personnels, donc de l'éducation nationale, mais plus largement, les fonctionnaires aujourd'hui, puisque je m'appuierai quand même sur cette idée que justement, contrairement, à, ce qu'on au sens commun, le fait d'être dans une profession féminisée, ce qui est le cas quand même de beaucoup de secteurs de la fonction publique, ne signifie pas, égalité et donc c'est important de le rappeler parce que très souvent, on a quand même cette idée que, la surreprésentation numérique des femmes dans certains secteurs, d'activité garantirait, l'égalité et donc du coup, avec aussi cette idée très communément admise, qui n'est pas que fausse. C'est-à-dire que dans le secteur privé, c'est pire. Et que dans le secteur, privé alors effectivement, en fait, sans doute que les écarts salariaux sont beaucoup plus importants dans le secteur privé. Pour autant, on le verra, ils sont présents également dans le secteur public. Les violences de genre, peuvent s'exercer de manière très forte dans le secteur, privé, mais on va voir qu'ils sont quand même présents, voire souvent invisibilisés du fait de cette non prise en compte dans la fonction publique, que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, eh bien, si elle peut être sous un certain angle facilitée dans le secteur public, et par exemple dans l'enseignement du second degré ou dans l'enseignement en général, où on va pouvoir combiner plus facilement des emplois du temps dits maman, je, je reprendrai ce terme tout à l'heure. En réalité, on voit que cette conciliation n'est pas aussi simple que ça et qu'elle a des conséquences notamment sur la question des progressions de carrière et donc in fine sur l'expérience du genre, les expériences des femmes, mais aussi des hommes en contrepoint dans le secteur public et là en l'occurrence dans l'éducation nationale.
Donc voilà un petit peu, la trame que j'essaierai de suivre. Alors je vais commencer du coup par ce détour historique. Alors le PowerPoint fait peut-être très scolaire et ça c'est ma déformation, d'universitaire, et d'enseignante, à des étudiants de master. J'essaierai du coup de bien illustrer, cette slide-là pour vous faire, comprendre un petit peu, ce qui pour moi est important, à relever comme enjeu. Alors j'ai inscrit, enjeux féministes clés de la seconde vague. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la seconde vague du féminisme, mais la seconde vague du féminisme, c'est en gros, les années 60-70 en France, le MLF, pour, exemplifier par exemple, hein, mouvement de libération des femmes et des revendications qui tournent beaucoup, autour de la libre disposition du corps, accès à l'IVG, accès à la contraception, mais qui s'articulent aussi, avec, des revendications autour, l'accès des femmes au marché du travail, la reconnaissance du travail des femmes et la nécessité pour s'émanciper de disposer d'un salaire. Notamment, y compris, pour pouvoir, quitter des situations de violence conjugale, pour, avoir une autonomie pleine et entière, sur ses enfants, et cetera. Donc la seconde vague, c'est vraiment toutes ces luttes des années 60 et 70, qui ont été très marquantes dans l'histoire, du féminisme. Pour petit, rappel, la première vague, c'était les luttes, en gros, des suffragettes pour l'accès au droit de vote. Et puis, la troisième vague qui suit donc la seconde, c'est grosso modo les années 90 où on va avoir une reprise du mouvement féministe pour mettre en acte les revendications, notamment autour de l'égalité professionnelle, de la parité et donc du coup le retour un petit peu de lois, pour concrétiser des revendications féministes avec cette idée que non, nous ne sommes pas encore dans une société inégalitaire. La quatrième vague, c'est, celle qu'on peut accoler, par rapport à ce qui était dit en introduction, au mouvement MeToo, à la question des violences, notamment. Donc voilà un petit peu. Donc le travail, c'est vraiment incarné dans la seconde vague. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent dans les dernières, mais c'est une des revendications, de la seconde vague. Alors, je m'appuie sur un ouvrage d'une historienne, Sylvie Schweitzer, qui s'intitule «Les femmes ont toujours travaillé». Parce que c'est quand même un des premiers enjeux pour comprendre ce qu'est le travail des femmes, c'est qu'en réalité, on a souvent tendance à invisibiliser ce travail-là, y compris dans l'histoire. Donc elle parle d'une présence immémoriale des femmes sur le marché, du travail. Immémoriale pourquoi? Parce que persiste une affirmation, erronée et notamment, l'idée selon laquelle les femmes seraient entrées sur le marché du travail dans les années 70. Donc ça, elle insiste bien pour dire que non, les femmes ne sont pas rentrées sur le marché du travail dans les années 70, elles sont rentrées sur le marché du travail salarié dans les années 70. Donc ça veut dire le salariat se développe et elles intègrent massivement le salariat. Et elles intègrent massivement, c'est intéressant pour nous, la fonction publique notamment. Et ça, c'est le cas de tous je regarde en même temps je vois qu'il y a des dans la conversation et je voyais pas ce qui était indiqué. Je précise que quand je suis en plein écran comme ça, je peux pas voir les commentaires, sinon je suis obligée de faire une petite démarche, qui est voilà, je recommencerai plus parce que ça me coupe. Donc ces affirmations erronées, hein, qui sont que les femmes, seraient rentrées sur le marché du travail dans les années 70. Ce qui était beaucoup plus, par contre, ce qui est réellement, le cas, c'est que jusqu'à une certaine période, il y avait une absence, courante de rémunération salariée. C'est-à-dire qu'elles étaient très présentes dans le marché du travail au noir. Elles travaillaient aussi beaucoup dans des configurations, conjugales et donc du coup, leur salaire était invisibilisé. Donc il y a vraiment cette idée que, effectivement, en fait, les années 70, c'est, en France, l'entrée des femmes dans, le salariat, dans la fonction publique, mais donc du coup, ça ne signifie pas que, les femmes ne travaillaient pas et bien au contraire, si on voit le travail des femmes à l'usine, par exemple, des in dans la période industrielle, usines textiles et cetera, pour ce qui est de notre région, les femmes étaient très, très présentes, mais, sur le marché au noir.
Ensuite, ce qu'on a eu aussi d'important, et important pour comprendre ce qui se joue encore aujourd'hui, c'est qu'au 19e siècle, on a eu une rigidification, de la répartition, des tâches entre les femmes et les hommes. Donc du coup, ça veut dire que les femmes ont été évincées de certains métiers, heu on a eu comme ça des métiers qui sont devenus typiquement féminins et des métiers qui sont devenus typiquement masculins. Et donc c'est, quelque chose qu'on va retrouver encore un petit peu aujourd'hui, avec, ce que j'appellerais donc le phénomène de ségrégation horizontale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on a des traces de cette rigidification, de ces stéréotypes de sexe sur les aptitudes au travail, qui font notamment que, par exemple, dans la fonction publique, dans les métiers, du soin aux personnes, donc les métiers qui peuvent être, d'infirmière, d'aide-soignante, les métiers, de l'éducation des enfants, tous les métiers en fait qui concernent, qui solliciteraient des aptitudes typiquement féminines, on va retrouver davantage de femmes. Et donc ce sont ces professions qui encore aujourd'hui, sont, les plus féminisées et qui s'expliquent du coup par, par un processus historique long. Ensuite, autre point, donc effectivement, on ne comptabilisait pas dans les statistiques, les travailleuses, ce qui explique que par leur statut d'épouse, d'aide familiale et cetera, elles n'apparaissaient pas comme étant travailleuses. Et ensuite, on a, une exclusion des femmes de certains, espaces professionnels. Et donc du coup, là, c'est pour ça que, à partir des années, 70, mais jusqu'aux années 2000, on va avoir des luttes pour, déverrouiller certains espaces et faire en sorte que les femmes puissent accéder à certains espaces, notamment de décision, de des ou d'organisation, de mutation sociale. Donc c'est-à-dire que des positions avec des enjeux, sociaux, politiques forts, l'enjeu c'est d'essayer de faire intégrer, les femmes dans ces professions-là. Donc du coup, voilà, on est sur, en tout cas, cette perspective historique, hein, d'enjeu, de faire reconnaître le travail effectué par les femmes, travail pas toujours rémunéré. Autre enjeu évidemment, c'est de faire, mettre en avant le travail domestique, de care, que continuent de faire les femmes majoritairement, y compris quand elles rentrent sur le marché du travail de manière salariée, avec des horaires très fixes. Et d'ailleurs, il va falloir, à partir des années, 70-80 en France, réfléchir à tout un système de politique familiale pour essayer de prendre en charge notamment les enfants, les personnes dépendantes, pour pallier justement à cette absence des femmes, lorsqu'elles rentrent sur ce marché du travail salarié qui est très rigide en termes d'horaire. Donc voilà un petit peu, la trame historique, de ma pensée, et de la pensée, sur, les questions de travail des femmes. Des enjeux alors aujourd'hui qui sont très importants et qu'on va voir, que je vais travailler, en transversal dans mes exemples, d'entretien notamment, c'est que pour les féministes, les enjeux importants sont, de 2 ordres. Alors je grossis, hein, le trait, je force le trait. D'une part, en fait, la question de la ségrégation horizontale. Alors la ségrégation horizontale, c'est cette idée de concentration, des femmes dans certains, secteurs et dans certaines professions. Alors je reprends là l'expression, de Marlène Cacot, qui dans les années 80, déjà, donc une spécialiste des questions de genre et d'enseignement, explicitait, enfin posait une question: «Prof, c'est bien pour une femme?» Et donc du coup avec cette idée qu'il y aurait des professions qui seraient bien pour une femme, avec comme idée derrière: «Prof, c'est bien pourquoi?» D'une part, parce que l'éducation, ça correspond aux stéréotypes, finalement, enfin, en tout cas, à ce qu'on attend, des compétences féminines. Mais en plus, l'éducation, la fonction publique, ça offre des horaires fixes, qui permettent de s'occuper, des enfants, une fois qu'ils sortent de l'école, notamment. Donc on va avoir, voilà, une concentration, de femmes dans certains secteurs, qui sont d'ailleurs pas toujours, et ça a été un enjeu, c'est un enjeu encore aujourd'hui de certains groupes, féministes, qui sont pas toujours les secteurs les plus pourvoyeurs d'emploi, qui sont pas toujours les secteurs les plus rémunérateurs. On pensera par exemple à l'absence de femmes dans les métiers, du numérique aujourd'hui, qui sont, du coup un vivier d'emploi et par cette logique un petit peu de ségrégation horizontale, finalement, c'est pas les chemins vers lesquels les femmes vont davantage, se diriger. Autre, donc phénomène du coup,
associée à cette ségrégation horizontale, c'est l'intégration lente des femmes dans ce qu'on appelle derniers bastions masculins. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours des professions, je parlais du numérique, mais en réalité, bon, il y a encore beaucoup de professions qui ont qui sont en train de vivre un processus de féminisation lent. Alors du coup, il y en a, ça a bien marché. Je pense à la médecine qui aujourd'hui est très féminisée. D'autres secteurs, par exemple, sont en train de se féminiser, les ingénieurs aéronautiques et cetera, donc ils sont, en train de se féminiser, mais pas encore, complètement, féminisés. Et donc ça, c'est, des enjeux, forts aujourd'hui, sur le marché du travail, hein, de réfléchir à cette ségrégation horizontale. Alors moi, d'un point de vue, personnel, je n'appréhende pas, par exemple, l'enjeu fondamental que les femmes, intègrent, d'autres secteurs, que ceux qui sont, féminins. C'est pas forcément un problème pour moi que les femmes s'orientent, vers, l'enseignement, les secteurs de la santé, du soin et cetera. Ce qui pose problème, c'est que souvent, ce sont des secteurs qui sont pas les mieux rémunérés. Ce sont les secteurs, où, justement, en fait, on a, du mal à faire, reconnaître, justement, leur importance sociale. Pendant le premier confinement, on a beaucoup parlé, justement, hein, des premières lignes, des métiers très féminisés, où les femmes étaient, surreprésentées et de réfléchir à cette importance, finalement, de la place des femmes dans ces, métiers-là. Ensuite, un autre enjeu qu'on va voir pointer, c'est celui de la ségrégation verticale avec ces notions de plancher de verre non, plancher collant ou plafond de verre. C'est-à-dire, à un moment donné, les femmes, en fait, elles n'arrivent plus à monter dans les hiérarchies professionnelles et le plancher collant, en fait, elles restent collées aux positions les moins prestigieuses, les moins bien rémunérées et donc du coup, ont du mal à avancer, dans la carrière ou alors, en fait, on a des politiques qui sont mis en place, un peu c'est ce que j'ai mis, ça s'appelle les Mummy Tracks. En Angleterre, ça s'appelle comme ça, c'est des carrières pour les femmes spécifiquement. C'est-à-dire qu'on a des carrières professionnelles pour les hommes qui montent très enfin, presque à la perpendiculaire, enfin qui montent, fort et puis, les mommy tracks qui sont des manières de monter dans la carrière, mais quand même pas exactement comme ceux, des homologues, masculins. Alors, pour passer sur, donc toutes ces lois, sur l'égalité professionnelle assez rapidement, j'ai inscrit dans le titre «La lutte contre les inégalités de genre en emploi au pays des réformes symboliques» et là, je reprends, l'expression d'Amy Mesure, hein, qui est une politologue états-unienne, spécialiste de la France, et qui, a analysé déjà en 2004 toutes ces lois cumulées sur l'égalité professionnelle. Alors je ne vais pas, heu, les détailler, mais juste vous montrer, c'est des étudiantes du master là qui ont fait ce schéma-là. On voit depuis 46, ensuite 83 la loi Roudy, donc sous la période Mitterrand, 2001 la loi Génisson sur la période Jospin, une autre contre les discriminations, puis ensuite les gouvernements qui suivent de droite, loi sur l'égalité salariale, loi Copé-Zimmermann, loi Sauvadet en 2012, 2014 loi pour l'égalité réelle, 2018 loi pour la liberté, pardon, je vois pas, j'ai mon attendez, loi de choisir son avenir professionnel et donc du coup un cumul de loi qui, à chaque fois, en fait, essaye, au final, d'imposer de manière, plus, forte, l'idée étant, en fait, de poser, le principe de sanctions financières, pour, les, organisations qui n'appliqueraient pas, les, principes, d'égalité, en emploi, avec notamment un indicateur très fort qui est, que les inégalités salariales ne se résolvent décidément pas malgré, ce cumul de lois. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, on va avoir, des lois qui vont, sanctionner les groupes qui ne prennent pas en compte, cette question. Alors je dis les groupes, les organisations, c'est pas exclusivement le secteur, privé et là je me focaliserai pour organiser le reste de mon propos sur la fonction publique notamment, avec la loi de transformation de la fonction publique en 2019 où on a une obligation de mise en place sous peine de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 1 de la masse salariale. Donc je peux vous dire que c'est assez important parce que, par exemple, dans mon université, quand les VP, les vice-présidents ont vu ça, ils se sont activés pour mettre en place ces plans d'égalité. Donc mise en place de plans d'action pluriannuels pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
On a dans ces actions qui concernent aussi les rectorats, hein, le ministère de l'Éducation nationale du coup, 4 axes. Évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération, garantir l'égal accès au corps, grades et emplois, donc c'est-à-dire favoriser les promotions de carrière, favoriser l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle familiale, et puis, quatrième axe, prévenir et traiter, les, discriminations, les actes de violence, le harcèlement moral ou sexuel et les agissements sexistes. Donc on voit là, les effets de la quatrième vague heu et du mouvement MeToo et cetera, avec ce quatrième axe qui vient d'être rajouté. Et puis après, des thématiques qui sont beaucoup plus classiques, hein, les écarts de rémunération. Je dirais que donc la première loi, ce que j'ai montré, c'est déjà les années 50, que qu'on a, ce principe d'égalité de rémunération qui est inscrit dans la Constitution, qui est inscrit dans le préambule, dans le traité de Rome, de la constitution au niveau européen et puis, les questions d'articulation vie professionnelle, vie familiale qui sont très, très fortes dans tous les plans égalité depuis les années 90. Donc on voit progressivement, les thématiques de l'égalité en emploi bouger un petit peu jusqu'à inclure formellement la question, du harcèlement, moral, sexuel, des agissements sexistes, que je traitais déjà, un petit peu, du coup, dans le rapport, on va le voir, réalisé pour le SNES. Alors, je passe à ma troisième partie sur les exemples, de terrain, en vous indiquant juste les différentes enquêtes, que je mobilise. Donc j'avais fait une thèse de sociologie, sur les enseignants du second degré avec une comparaison entre la France et l'Espagne. Le, rapport, rédigé avec, Dominique Cobarel, du SNES, donc Trajectoire et rapport de genre dans l'enseignement du second degré que vous avez reçu et que vous avez en documentation. Une autre recherche, filles et garçons de lycée professionnel, donc qui a été, réalisée sous la direction de Prisca Cargoat et qui m'a amenée aussi une nouvelle fois, à, faire des entretiens avec des personnels, de l'éducation nationale, surtout des enseignants, mais pas que. Et donc du coup, j'ai une population, très disparate, hein, d'entretiens, près de 200 entretiens qualitatifs auprès d'enseignants des 2 sexes, hein, femmes et hommes, dans des établissements urbains, semi-urbains, généraux et professionnels de toutes disciplines. Avec aussi donc ce recul de la comparaison internationale, même si, les chiffres de 2010 commencent un petit peu, à peut-être à essouffler mon propos. Alors, je reprends juste pour commencer avec la question de l'égalité salariale, puisque je vais reprendre les axes, hein, précis. Là, d'abord, les questions de l'écart de rémunération, ensuite la question de la progression de carrière, ensuite la question d'articulation vie professionnelle et vie familiale et ensuite, la question, violence, sexuelle et sexiste. Donc si je prends la question des écarts de rémunération, je me suis juste inspirée un petit peu, j'ai regardé ce qu'il y avait, du côté en ce moment du côté de l'éducation nationale de publier. Heu et donc on voit bien que toujours en fait, heu, les chiffres et notamment celui du dernier bilan social du ministère de l'Éducation nationale, hein, sur la période 2017-2018, montrent bien que ni féminisation ni fonction publique ne riment avec égalité salariale. Donc dans, le café pédagogique, donc j'ai pris ça comme source parce que c'est ce que j'ai trouvé sur le bon voilà, hein, bon voilà, qui montre aussi une préoccupation, des enseignants. On voit, le 1er degré public, le salaire net des hommes est supérieur de 8 à celui des femmes et dans le second degré public de 7. Concrètement, un professeur des écoles homme gagne 2 368 € contre 2 199 pour une femme. Pour les certifiés, on trouve 2 662 et 2 533. Chez les professeurs de chaires supérieures, l'écart est plus fort, 3 711 et 3 410. Donc on voit quand même très clairement dans les chiffres les inégalités salariales se retrouver. Donc avec des tentatives d'explication, le niveau et la part des primes sont plus élevés, pour les hommes. Donc on a un écart de prime, par exemple, dans le premier degré qui est de 46
Donc c'est quand même, assez, assez important, hein, entre les femmes et les hommes, qui s'explique notamment par une surreprésentation des hommes dans les directions des écoles, dans les établissements de plus grande taille. Dans le second degré, on est sur 29 de primes de plus que les femmes. Donc c'est intéressant de voir que finalement, on a quand même cette idée souvent dans l'enseignement, et globalement dans la fonction publique, qu'on a des grilles et que tout le monde avance de la même manière, puisqu'il y a ce rythme d'avancement qui est prévu. Alors qu'en réalité déjà, vous le savez, sans doute, on a, cet avancement en classe normale et puis cet avancement, au grand choix, selon, comment selon les secteurs, comment est-ce que ça s'appelle, mais en tout cas des possibilités d'avancer plus vite, des possibilités d'avoir des primes et on voit bien que c'est à ce niveau-là que les écarts, salariaux, jouent. Alors comment est-ce que c'était, perçu? Notamment, comment j'avais pu le traiter, dans, le rapport, de 2014? Notamment, il y avait quelque chose de très fort en plus qui s'ajoutait sur la question du congé maternité. Je cite par exemple, cette enseignante qui explicite ce qui s'était passé quand elle revient, de congé mat. Alors de retour de mon congé mat, comme j'étais TZR, j'ai pas vu mon chef d'établissement, j'étais en congé mat le lendemain de la pré-rentrée. Donc j'ai dit bonjour et après je suis partie en congé maternité et je suis revenue au mois de janvier au moment de la notation administrative et là, il m'a mis une note administrative qui n'a pas été augmentée et là je l'ai j'ai très, très mal pris la chose. Il avait marqué: «En congé maternité de telle date à telle date, note pas augmentée». Voilà, j'ai été voir mon chef d'établissement et je lui ai dit: «Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous me renvoyez? J'étais en congé maternité, vous me dites que tout ce que je vais faire cette année, ça ne vaut rien. Donc ça veut dire quand même que cette question du congé maternité, elle est toujours, une problématique, y compris dans la fonction publique. Alors là, c'est exemplifié sur l'enseignement secondaire, avec ce système de notation qui permet justement quand même d'avancer sur des rythmes plus ou moins différents de salaire. Où elle met bien en évidence, cette enseignante, que le salaire, c'est une source de reconnaissance évidemment matérielle, mais également symbolique. Parce que ce que ça lui renvoie, c'est que finalement, ce qu'elle va faire cette année, autant qu'elle se décarcasse pas plus que ça, parce que de toute façon, il a déjà été prévu quelques mois avant qu'elle ne fera pas mieux que les autres années précédentes. Donc du coup, on voit quand même que symboliquement, on renvoie, les femmes qui reviennent au congé maternité à une impossibilité de progresser dans leur carrière quand elles ont eu un enfant. Je me suis renseignée et on voit bien, y compris par exemple dans le secteur, dans les hôpitaux publics, dans la santé, qu'en toute égalité, par exemple, on va voir très régulièrement le blocage des augmentations et des primes qui vont, s'effectuer à cause des congés maternité. Donc il y a vraiment une vigilance très forte à avoir, puisqu'on voit un effet, encore très fort de représentation sociale et de représentation stéréotypée autour, de la parentalité, avec d'un côté cette idée que, finalement, en fait, une fois que les femmes deviennent mères, donc des effets différenciés de la parentalité. Quand les femmes deviennent mères, elles subissent en fait des désavantages. On les voit d'abord comme mères et ensuite comme professionnelles. Pour les hommes, c'est l'inverse. Quand ils deviennent pères, on va les voir d'abord comme ce qu'on appelle pourvoyeur principal de revenus. Ils gagnent en sérieux. Un homme qui devient père, il gagne en sérieux professionnellement. Une femme qui devient mère, elle perd en sérieux professionnellement. Et donc du coup, en fait, ces représentations-là, elles agissent toujours très fortement, et elles ont des conséquences du point de vue, du salaire. Alors souvent, les inégalités salariales, ça se joue pas à énormément. Là, on aurait pu dire juste un petit point 0,5 de plus, ça aurait, pour elles, changé symboliquement les choses. Ça ne En tout cas, c'est souvent en fait des micros, événements dans la carrière qui font que quand on arrive à regarder les écarts, de rémunération au niveau des retraites et ben là, en fait, ces écarts, ils commencent à être, beaucoup plus importants. Alors, autre point, souligné et là que j'ai, que qui fonctionne en tout cas dans différentes enquêtes, même si j'ai uniquement mobilisé celle, du SNES, de 2014. C'est-à-dire que, les femmes vont être majoritairement, investies dans les tâches, qui sont indispensables,
heu, mais qui restent invisibles et ignorées. Donc c'est-à-dire des tâches indispensables parce que finalement l'institution, elle capitalise sur ce travail-là. C'est-à-dire qu'elles font du travail qui est indispensable pour le fonctionnement de leur organisation, mais que pour autant, ces activités-là ne sont pas, perçues comme étant, suffisamment valables pour être rémunérées. Donc ça veut dire, c'est des tâches que j'ai intitulées «invisibles et ignorées» et ça, on le voit bien, qu'il s'agisse du travail administratif, pardon, de l'investissement dans des collectifs de travail qui sont parfois instables, du travail, par exemple, qui, relève de l'accompagnement des élèves et pas exclusivement de l'accompagnement scolaire, mais, par exemple, je l'avais noté sur, l'investissement sur des questions féministes, par exemple, gérer des violences de genre que peuvent vivre des élèves, gérer ça peut être aussi, des violences institutionnelles. J'ai fait des entretiens, par exemple, avec des enseignants qui s'occupaient, d'essayer, d'obtenir des papiers, à leurs élèves et donc du coup, tout cet investissement-là pour créer des conditions, d'études, d'éducation possible pour les enfants, c'est principalement les femmes qui s'en occupent. Pareil pour, par exemple, la prise en charge, des IVG qui font pas du tout partie a priori du travail, des enseignants, mais qui, vont en réalité, en fait, être un travail qui se fait. Donc là, il y a ça a été très répété, très récurrent dans les différentes enquêtes que j'ai menées, avec cette idée qu'effectivement, ce sont les femmes qui sont les plus investies. Et par exemple, avec ce premier exemple, hein, d'une enseignante certifiée en histoire géo qui me dit justement, qu'elles sont les femmes sont surreprésentées, au CA, par exemple, par rapport à ce qui se fait dans le lycée, représentées en tout cas dans différents travaux, y compris par exemple, le travail collectif, et des hommes même, alors c'est inscrit dans le rapport si vous voulez le trouver, qui disent qu'effectivement, chez les hommes, on va trouver quelque chose de plus compétitif, plus individualiste, alors que chez les femmes, y compris des hommes qui veulent trouver du travail, collectif, vont se trouver davantage vers les femmes pour monter des projets et cetera. Donc dans le deuxième exemple, c'est dans les lycées pro où c'est très, très fort, cette dimension, par exemple, du travail relationnel. Je le disais un petit peu, c'est-à-dire que pour faire court, avant de faire court, il faut créer les conditions de faire court. Donc peut-être que ça fait écho, à d'autres personnes, y compris dans le premier degré, dans d'autres situations où effectivement il y a ce travail de créer une situation d'apprentissage, qui est, généralement totalement, individualisée, invisibilisée, alors même que l'institution, capitalise et compte, beaucoup là-dessus. Évidemment aussi, vous allez avoir dans les écarts de rémunération, le temps partiel, qui est, un ralentisseur, hein, de progression salariale, hein. Alors ça peut être un exemple là qui est donné, mais qui fait que, par exemple, les personnes à temps partiel, seraient, moins inspectées, que les autres. Notamment, donc on est toujours dans l'enseignement, du second degré. Ensuite, on peut avoir, une, baisse de salaire, par le temps partiel qui n'est pas toujours rentable. C'est-à-dire, des enseignants qui se rendent compte qu'en étant à temps partiel, finalement, ils en font autant quasi que quand ils étaient à temps plein. Et donc du coup, on va avoir un effet qui va se retrouver sur la retraite, de manière assez, forte, alors qu'en réalité, finalement, ce que dit cette enseignante: «Non, je ne prendrai pas de temps partiel». Il y a des collègues qui disent: «Non, je ne prendrai pas de temps partiel, je ferai autant de travail et je gagnerai moins d'argent». Donc cette question de bien mesurer, en fait, concrètement ce que signifie un temps partiel. Je sais que, par exemple, dans l'enseignement supérieur, de manière très claire, quand on est enseignante-chercheuse, on n'a aucun intérêt à prendre un temps partiel, parce qu'on en fera, autant, pe que si on était à temps plein et ce qui va, juste se voir, c'est effectivement, une baisse de salaire. Donc du coup, en fait, beaucoup, d'enseignants, y compris syndicalistes, qui ont été, interrogés, hein, montrent bien que c'est le premier révélateur, hein, c'est pour voir ces inégalités, salariales, c'est de regarder les règles. Les fiches de salaire en retraite, c'est la loi, je suis payée autant qu'une femme. Il n'empêche qu'à l'arrivée, les pensions sont plus basses pour les femmes que pour les hommes et donc du coup, il y a quand même tout un travail à aller rechercher sur ces micro
événements dans la carrière, qui font qu'on arrive à des écarts, de rémunération. Alors j'espère que je vais pas trop vite, dans, dans mon argumentation. Je suis un peu essoufflée, mais c'est les résultats de j'ai eu le covid et j'ai toujours, beaucoup d'essoufflement, qui reste depuis longtemps donc j'ai voilà, il y a cette sensation là quand je parle d'être très très essoufflée, je m'en excuse. Hem et donc du coup, là, je passe au deuxième point qui est sur les réseaux de promotion, et du coup de l'accès aux responsabilités. Donc d'une part, ce que j'avais, pu montrer, c'est qu'on a des réseaux de promotion qui sont encore très masculins. Donc notamment, en fait, des réseaux qui sont entretenus par les hommes. Ça veut dire que ce que j'ai noté, c'est que les hommes demandent beaucoup, à être inspectés. Du coup, ces inspections, elles vont aller, davantage en fait dans le sens d'une augmentation de carrière. Ensuite, on voit aussi, pointer, comme questionnement beaucoup, par les enseignants, c'est, la question des contours très flous de comment est-ce qu'on est promu? Comment est-ce qu'on accède, par exemple, à l'enseignement en classe prépa? Comment est-ce qu'on accède, à certaines classes, qui vont, être, justement bien vues, qui vont, permettre de progresser, dans la carrière, d'être, mieux évaluées lors des inspections? Du coup de mettre en évidence en fait les réseaux, du copinage, de l'interrogation en fait sur les filtres de sélection, sur les critères qui sont inconnus, pourtant en fait qui vont avoir, des effets sur, la promotion, très claire, hein, sur la promotion de carrière. Donc ça veut dire les classes de prépa, les classes de BTS, mais parfois en fait à un niveau plus micro, ça peut être, d'avoir, des classes européennes, des classes, qui sont pensées comme étant, plus, prestigieuses, mais y compris dans les représentations, par exemple de l'inspection et qui vont avoir, des effets sur la carrière. Ensuite, de manière très, très forte et ça me permet, de commencer à parler aussi de la question de l'articulation entre la vie, professionnelle et la vie, familiale, c'est la question, du report des ambitions, professionnelles des femmes, de ce qu'on appelle l'autocensure féminine. Souvent, alors c'est, ce phénomène selon lequel les femmes, elles-mêmes, en fait, se bloqueraient. Se bloqueraient dans leurs ambitions professionnelles. Alors mon analyse aujourd'hui, c'est pas tant, enfin, je pense qu'il faut pas le saisir avec, l'angle d'une responsabilisation, qui est posée sur les femmes, mais que si elles s'autocensurent, c'est qu'elles ont aussi, des raisons objectives de s'autocensurer et des qu'elles sont aussi empêchées, pour justement accéder, à ces projets professionnels, qui, feraient justement, monter, progresser, leur carrière. Pour, donner un exemple, d'autocensure qui est entretenue notamment, par exemple, très souvent dans la famille, c'est, l'exemple de l'agrégation, par exemple, où les femmes ne reçoivent que très, très peu de soutien de leur conjoint, pour, passer, cet examen qui est très difficile et de la même manière, on va avoir, assez peu d'encouragement des conjoints, pour, par exemple, la prise de responsabilité de passer chef d'établissement, inspectrice, et cetera. Donc là, on va voir, par exemple, là, j'ai 2 entretiens, qui expliquent. Au début, je me suis sentie soutenue par la famille, tant que c'était le CAPES et puis quand j'ai commencé à faire les classes prépa littéraires, au lieu de partir à la fac et après, quand je me suis inscrite pour préparer la grègue, je n'ai plus eu de soutien. Donc là, on voit que l'accès à un emploi était importante, mais que par contre, la promotion de carrière, en fait, il a fallu se débrouiller un petit peu soi-même pour y arriver. Heu et une autre qui explique: «J'ai passé la grecque 2 fois en externe, j'ai été admissible, j'y suis allée 2 fois à l'oral, je me suis inscrite à la grecque interne, mais c'était pas l'idée du siècle. Ma fille avait 6 mois, on venait d'acheter la maison et je changeais de collège. J'ai passé une année horrible, je suis passée pas très loin de l'admissibilité, mais à la fin de l'année, je faisais 42 kilos et on a failli se séparer». Donc en fait, on voit beaucoup de tensions qui font que les projets d'agrég et cetera sont reportés, plutôt du côté de 40-50 ans, quand les enfants sont grands et quand finalement, en fait, on peut s'organiser soi-même. Ce qui est pas du tout le cas
des hommes qui généralement reçoivent beaucoup de soutien de leur compagne et une délégation, une décharge totale, notamment du travail domestique, du travail éducatif, à la maison. Alors une piste à creuser également dans cette autocensure qui est entretenue, alors dans la famille, mais elle peut être entretenue aussi dans l'institution. Ça se voit, beaucoup aussi pour le coup, dans l'enseignement supérieur, avec, une permanence, déjà de modèle de carrière au masculin. On va davantage, penser à des hommes. Alors j'ai mis chef d'établissement ou inspecteur, dans l'occurrence dans l'enseignement supérieur, ça va être on va avoir davantage des hommes à la direction d'un laboratoire qu'une femme, à la direction d'un département ou d'un UFR et cetera. Mais on peut penser qu'on peut élargir avec, cette permanence en fait de modèles masculins, de personnes qui font carrière. Et du coup, à l'inverse, on va davantage, voir, enfin maintenir les femmes. Alors dans ce que j'appelle le travail domestique scolaire, à l'université, j'appelle ça du travail domestique académique, c'est-à-dire que, souvent en fait, on va surcharger les femmes d'activités, qui font qu'elles sont déjà débordées au quotidien et qu'elles vont pas que ce sont des activités qui sont pas toujours reconnues. Je parlais tout à l'heure des activités invisibles, de travail relationnel et cetera. On va les surcharger de ces activités-là, et du coup, en fait, elles ont objectivement pas le temps de penser à un projet de carrière, individuel et perso. Donc, très rapidement, sur les 2 autres volets, puisque j'ai commencé à en parler là, la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, avec toujours cette interrogation: est-ce que, dans des secteurs d'activité où les emplois du temps, en fait, sont, malléables ou, notamment, comme le dit cette enseignante, finalement, on n'est pas dans un milieu professionnel où on cache qu'on a une vie privée, est-ce que finalement la conciliation n'en est pas moins source d'inégalités? Et là, bah, je répondrai, dans la nuance, en montrant notamment les effets, pervers et les revers, en fait, de cette autonomie temporelle, avec notamment, un fort débordement, lié à l'éclatement des temporalités professionnelles et familiales. C'est-à-dire que, on a, comme le dit cette première enseignante, des difficultés souvent à découper temps de travail et temps domestique. Donc ça, c'est un petit peu ce que les gens ont connu pendant la situation de télétravail et pendant le confinement. C'est-à-dire qu'en dehors des heures de cours, quand il faut préparer les copies, quand il faut préparer les cours et cetera, on se retrouve, dans la situation du télétravail que finalement les enseignants, et les enseignantes connaissent bien, il va falloir en fait bien organiser son activité chez soi. En réalité, on voit bien là-dessus que, les femmes et les hommes ne sont pas égaux dans la disposition, de ce que Virginia Woolf appelait une chambre à soi, mais c'est-à-dire d'un espace autonome à soi pour pouvoir avancer, effectivement. Et donc du coup, bien souvent, en fait, les femmes et bah, le mercredi après-midi, bah, il y a les enfants, pour celles qui en ont, qui sont présents. Sur, les temps en tout cas qui devraient être des temps de préparation et ben finalement ces temps de préparation, ils sont reportés, le soir. Donc en termes d'usure, de fatigue, c'est souvent, très flagrant chez les enseignantes, qu'on a ce report-là sur le soir et les nuits, et qui, rendent, du coup, ben, en termes de pénibilité du travail, très compliqué le fait de tenir en ayant cet emploi-là et cette organisation du travail. Et puis, il y a aussi beaucoup, voilà, de personnes qui vont essayer de, faire, d'avancer dans les corrections de copies dans la voiture, et cetera et du coup, qui vont avoir une désorganisation spatiale qui, parfois, est, problématisée très clairement par des enseignantes qui, comme cette deuxième que je cite, dit: «Moi, je reste au collège le mercredi après-midi, je m'en vais vers 16h30. Alors je dis pas, ça m'arrive si j'ai la forme le soir de préparer un cours, mais en gros, j'essaye de m'astreindre à ça». L'idée, en fait, c'est, de se préserver des espaces à soi pour avancer dans son travail. Je passe sur l'autre parce que
Il faut que je conclue et je conclurai en tout cas juste avec, le dernier volet qui est, sur, l'injonction pour moi aujourd'hui à repenser aussi la pénibilité au travail, en intégrant, la question des violences sexistes et sexuelles qui, dans les enquêtes, en fait, le montrent, ne sont pas du tout, absentes, des vécus des professionnels de la fonction publique. Alors juste avec, 2 exemples là qui peuvent être, une épreuve du renvoi brutal des femmes à leur catégorie, à leur rôle de sexe. Donc ça a été trouvé très fréquemment et en fait, aujourd'hui, y compris dans les sections disciplinaires, ça s'appelle du sexisme au travail. Du coup, par exemple, on a un renvoi, un renvoi systématique au fait que, les femmes doivent s'occuper de la vie privée, des enfants et cetera et pas les hommes. Une enseignante qui explique: «Bah, il était surpris que je me plaigne de mon emploi du temps parce que je pouvais aller au marché». Donc du coup, en fait, plusieurs renvois vraiment, à, une catégorie de sexe et à des rôles sociaux qui leur sont, associés, et qui montrent en fait l'impératif de prendre au sérieux ce sexisme ordinaire, parfois ces blagues, qui sont, permanentes autour des femmes, des hommes, et du coup qui peuvent aller, alors il y a moins eu la situation dans les enquêtes que j'ai, pu faire dans le second degré, mais dans d'autres enquêtes bien sûr j'en ai vu, sur des situations très sérieuses de harcèlement sexuel. Qui peuvent être, invisibilisés, notamment, dans un secteur qui est pensé comme étant, justement progressiste. C'est-à-dire, l'éducation nationale, l'enseignant, on est, des personnels civilisés et donc du coup, en fait, en gros, le sexisme, n'existerait pas ou doit être minimisé. En réalité, on voit quand on fait les enquêtes dessus que c'est à l'origine de souffrances au travail, y compris par exemple, les questions aussi, d'homosexualité, d'attaques homophobes de certains enseignants qui soit n'osent pas, afficher, expliquer leur vie privée et leur situation en emploi, mais qui aussi, peuvent, du coup, vivre des événements, homophobes dans leur trajectoire, et qui sont, assez, mal vus. Alors, je peut-être juste pour donner un exemple, par exemple, le discours de Blanquer sur les tenues des élèves, des élèves, des filles, dans les collèges et les lycées, qui montre aussi un petit peu, du coup, en fait, ces représentations et ces discours sexistes qu'on peut avoir, sur les élèves, féminins, de sexe féminin du coup avec des effets très concrets, pour l'expérience, des femmes et des jeunes femmes dans les établissements, scolaires. Donc je terminerai ma présentation, là-dessus avec, une interrogation, qu'on pourra généraliser. Un prof, est-ce que c'est vraiment bien pour une femme? Et du coup, en reprenant un petit peu, les propos de ma collègue, Marlène Cacot et de sans doute d'étendre ce questionnement, à, toutes les professions qui sont pensées comme étant, des professions typiquement féminines, des professions où les femmes s'épanouiraient nécessairement et où on voit en réalité que, on peut avoir, des tâches, qui sont, très chronophages, qui, en se conformant aux stéréotypes de sexe finalement, sont sont empreintes en tout cas d'une charge mentale très forte, pour les femmes et donc compliquent le rapport au travail, le rapport à la famille. Je le disais aussi donc, cette problématique du débordement de la vie privée, la question du travail gratuit, sur lesquels l'institution capitalise, hein, pour effectuer ses missions et qui est très souvent, assuré par les femmes et donc du coup, en fait, avec cet enjeu aussi de mettre en avant davantage ce qu'on, appelle un emploi indispensable, heu notamment, en fait, le contexte actuel de confinement, a pu, mettre en avant les risques, par exemple, du télétravail en termes d'articulation vie professionnelle, vie familiale et de réinsister sur ces enjeux-là, que connaissent, notamment les enseignants, et les enseignantes du second degré. Voilà.